Bonsoir à tous. Bienvenue à notre cinquième partie de notre cours d'économie générale qui porte sur la théorie et les politiques du commerce international. Cette cinquième partie du cours d'économie générale suit le chapitre 4 ou la partie 4 sur la monnaie et le financement de l'économie. Maintenant, en première section, nous allons voir les principales théories d'économie internationale. D'entrée de jeu, nous allons définir ensemble c'est quoi le terme commerce international. Donc, d'entrée de jeu, nous allons définir ensemble c'est quoi le terme commerce international. Donc, le terme commerce international signifie l'ensemble des échanges internationaux de biens et de services. Donc, c'est tout ce qui va concerner les échanges internationaux qui existent entre un pays et le reste du monde. Maintenant, les principales théories d'économie internationale, nous avons la théorie d'Adam Smith, la théorie de David Ricardo et la théorie de Eileen Eckert, Bertin Ohlin, Paul Anthony A. Samuelson. Maintenant, la théorie d'Adam Smith, elle sert à quoi? Ou bien c'est quoi sa définition particulière? Ou bien c'est quoi son champ d'analyse? Donc, le champ d'analyse de la théorie d'Adam Smith, pour Adam Smith, chaque pays doit se spécialiser dans la production du bien, donc à l'exportation du bien, où il a un avantage absolu. Donc, c'est-à-dire le coût absolu de production le plus faible. Et ce coût absolu de production n'est rien d'autre que le coût absolu de production d'un bien est la quantité de facteurs nécessaires pour produire un bien. Voilà. C'est ça le coût absolu de production. Maintenant, voyons un exemple. Nous avons un pays, deux pays, le pays C et le pays D. Et si nous considérons ces deux pays, et à l'intérieur du tableau ici, nous avons les coûts absolus de production de deux biens. Ça veut dire quoi concrètement le coût absolu de production? C'est ce que j'ai dit, la quantité de travail nécessaire pour produire un bien. Donc, par exemple, si on prend le pays C met 4 heures de temps pour faire un mètre de tissu et 2 heures de temps pour faire un litre d'huile. Le pays D met 3 heures de temps pour faire un mètre de tissu et 5 heures pour faire un litre d'huile. Maintenant, si nous appliquons la thèse d'Adam Smith, nous allons voir que le pays C, comme vous le voyez ici, le pays C va se spécialiser dans la production de l'huile car il a le coût absolu de production 2 heures, le plus faible par rapport au coût absolu de production du pays D qui fait 5 heures. Et le pays D va se spécialiser dans la production du tissu car il a le coût absolu de production le plus faible, 3 heures, par rapport au pays C qui fait 4 heures. Donc ça, c'est vraiment la thèse d'Adam Smith. Donc dans la thèse d'Adam Smith, le pays D va se spécialiser dans le tissu et le pays C va se spécialiser dans la production de l'huile car ils ont respectivement le coût absolu de production le plus faible. Maintenant, si on passe à la thèse de David Ricardo, donc si on applique la thèse de David Ricardo, pour Ricardo, maintenant passons à la thèse de David Ricardo. Pour Ricardo, si on considère la thèse de Smith, il peut arriver qu'un seul pays produit les deux biens. Par exemple, si nous observons ce tableau, on voit quand même que si on applique la thèse de Smith, non seulement le pays B va se spécialiser dans la production du tissu et en même temps dans la production d'huile, car il a le coût absolu de production le plus faible dans les deux biens. Donc dans cette situation, le pays A ne va pas bénéficier de l'échange. Donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Donc Ricardo a cherché à trouver une solution à cette hypothèse ou seulement à cette condition. Il dit qu'il faut impérativement deux conditions pour qu'il y ait échange. Donc, pour Ricardo, un commerce mutuellement avantageux peut exister cependant deux pays si deux conditions sont réunies. La première condition, le coût d'opportunité ou le coût relatif de la production des biens dans chaque pays doivent être différents. Donc, les coûts d'opportunité doivent être différents. Et c'est quoi le coût d'opportunité?
le coût d'opportunité de la production d'un mètre de tissu n'est rien d'autre que la quantité d'huile que l'on doit sacrifier pour produire un mètre de tissu. Okay? Donc, c'est un coût de renonciation. Donc, c'est la quantité d'huile que l'on doit sacrifier pour produire un mètre de tissu. C'est ça le coût d'opportunité d'un mètre de tissu. Et la deuxième condition, le rapport d'échange international doit être compris entre les coûts d'opportunité de la production d'un bien. Et ce rapport d'échange international n'est rien d'autre que le rapport d'échange international, par exemple, d'un mètre de tissu est la quantité d'huile qu'un mètre de tissu permet d'avoir au niveau international. Donc, si ces deux conditions sont réunies, chaque pays va se spécialiser dans la production du bien où il a le coût d'opportunité le plus faible. Et il dit que cette spécialisation va être mutuellement avantagée entre les deux pays. Maintenant, essayons une application numérique avec notre tableau. Ici, nous avons toujours le pays A et le pays B. Donc, chaque pays a son coût absolu de production concernant le bien produit. Donc, on va dans un premier temps essayer la première condition, à savoir si les coûts d'opportunité sont différents. Donc, on va calculer le coût d'opportunité de tissu sur huile. On fait tissu, ça fait 5 et huile, ça fait 4 dans le pays A. On fait 5 divisé par 4, ça fait 1,25. Cela signifie que pour produire 1 mètre de tissu, donc on doit renoncer à 1,25 litres d'huile. Nous allons faire la même chose dans le pays A. On va faire huile sur tissu. Donc ça va nous donner 4 sur 5. Ça fait 0,80. Donc ça veut dire tout simplement, pour produire 1 litre d'huile, on doit sacrifier à 0,80 mètres de tissu. Nous allons faire la même chose dans le pays B. Donc, on va chercher à calculer le coût d'opportunité de tissu sur huile dans le pays B. Donc, tissu sur huile, on va faire 1 sur 2, ça nous donne 0,50. Ça veut dire dans le pays B, pour avoir 1 mètre, comment on appelle? Cela signifie que pour produire 1 mètre de tissu dans le pays B, il faut sacrifier à 0,5 litres d'huile. Et pour produire, on va faire la même chose aussi, huile sur tissu. Donc, ça fait 2 sur 1. Ça veut dire que pour produire 1 mètre de tissu dans le pays B, il faut sacrifier pour produire 1 litre d'huile, il faut sacrifier à 2 mètres il faut sacrifier 2 mètres de tissu. Maintenant, nous allons regarder est-ce que ces coûts d'opportunité-là sont différents. Donc, on voit concrètement que le coût d'opportunité de tissu sur huile 1,25 est différent de 0,50. Et ensuite, on va regarder la même chose, le coût d'opportunité de huile sur tissu dans les deux pays. On voit que 0,80 aussi est différent de 2. Donc, on peut résumer que ces coûts d'opportunité dans le tableau suivant sont différents. Donc, on peut résumer que on remarque que les coûts d'opportunité pour le tissu sont différents et les coûts d'opportunité pour l'huile aussi sont différents. On va vérifier maintenant la deuxième condition. Si le rapport d'échange international est compris entre les coûts d'opportunité. On voit quand même que sur nos coûts d'opportunité qui sont là, donc on voit que 1, le rapport d'échange international ici qui est égal à 1, ça veut dire que sur le plan international, 1 mètre de tissu égale à 1 litre d'huile. Donc ça veut dire quoi concrètement? On voit que si on compare les coûts d'opportunité de tissu sur huile, on voit que 0,5 est différent de 1,25. On voit que 0,8 aussi est différent de, est plus petit que 1 et plus petit que 2. Donc on regarde, ils sont différents. Maintenant, on voit aussi que 1 est compris entre 0,5 et 1,25 et 1 compris entre 0,8 et 2. Donc on peut conclure également que le coût d'opportunité aussi est compris entre, le rapport d'échange international est compris entre les coûts d'opportunité. Donc, si la deuxième condition est vérifiée, David Ricardo nous dit que chaque pays se spécialise dans la production du bien où il a un avantage relatif ou comparatif, c'est-à-dire le coût d'opportunité le plus faible. Donc, si on applique la thèse de David Ricardo, le pays A se spécialise dans l'huile. Pourquoi? Parce que 0,8 est plus petit que 2. Et le pays B va se spécialiser dans le tissu parce que 0,50 est plus petit que 1,25. Maintenant,
il dit que si vraiment l'échange se fait dans ces conditions, on va avoir un commerce, on va générer des gains de travail, ok? Et ces gains de travail sont matérialisés dans le tableau suivant. Donc, on va voir qu'il y a un gain de travail ou un gain total ou généralement une économie du travail. Donc, on va avoir une économie du. On va par exemple, avant la spécialisation, le pays A fait 5 heures de temps pour produire 1 mètre de tissu. Donc, après la spécialisation, le pays A ne va plus faire de tissu. Et avant la spécialisation, le pays A mettait 4 heures de temps pour faire 1 litre d'huile. Après la spécialisation, le pays A va doubler sa production, notamment la production pour elle-même et la production pour lui-même et la production pour le pays B. Donc, on aura 5 plus 4, ça fait 9 heures. 0 plus 8, ça fait 8 heures. Et on aura un gain de travail d'1 heure. On fait la même chose pour le pays B. Avant la spécialisation, le pays B mettant 1 heure de temps pour faire 1 mètre de tissu. Donc, après la spécialisation, le pays B va doubler sa production. Doubler pourquoi? Son autoproduction, donc son autoconsommation et la production du pays A. Et le pays B ici, le pays A, B toujours, met 2 heures de temps pour faire 1 litre d'huile. Après la spécialisation, le pays B ne fera plus d'huile. Donc on fait 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 2, ça fait 4. Également, dans le pays B, on aura un gain d'1 heure de travail. Et si on fait la somme, on aura 2 heures comme gain total ou économie de travail que chaque pays pourra utiliser pour produire d'autres biens. Maintenant, pour David Ricardo, si une seule des deux conditions n'est pas respectée, il n'y aura pas de spécialisation. Si en gros, une seule de ces conditions n'est pas respectée, il n'y aura pas d'échange. Maintenant, nous allons passer à la dernière thèse qu'on appelle la thèse de Eker, Olin et Samuelson. Donc, pour la thèse pour Eker, Olin et Samuelson, la thèse d'Adam Smith et de David Ricardo sont insuffisantes. Pourquoi? Parce que ces thèses-là ne prennent pas en compte les dotations en facteur capital et les dotations en facteur travail. Pour lui, il y a des pays qui sont plus dotés en facteur capital et d'autres sont plus dotés en facteur travail. Et il y a des biens qui sont plus intensifs en capital et d'autres qui sont plus intensifs en travail. Donc, c'est pour ça qu'on qualifie leur théorie de dotation des facteurs. Donc, pour lui, les pays qui sont dotés en facteur travail doivent se spécialiser dans la production du bien qui exige plus de capital. Et les pays qui sont dotés en travail doivent se spécialiser dans la production du bien qui exige relativement plus de travail. Et également, les abondances relatives en facteur capital ou en facteur travail peuvent s'apprécier à l'aide de leur rémunération relative. Ça veut dire quoi concrètement? Les pays où le facteur capital ou le facteur travail est très cher, ça veut dire que ce pays n'est pas abondant en facteur travail et en facteur capital. Donc, tout facteur de production relativement rare aussi est alors relativement plus cher. Donc, nous allons essayer de faire un exemple. Nous allons commencer on va faire un exemple pour démontrer la thèse de Caroline et Samuelson. Donc, on va essayer de déterminer le pays qui est relativement mieux doté en capital et le pays qui est relativement mieux doté en travail. Donc, on a ici le pays A à 390 en dotation capital et 130 en dotation travail. Et le pays B à 400 en dotation capital et 800 en dotation travail. Maintenant, pour la thèse de Eker, Olin et Samuelson, nous allons tenter maintenant de faire le rapport capital sur travail dans chaque pays. Et ensuite, on regarde le pays qui a le rapport capital sur travail le plus élevé est plus doté en facteur capital. Et le pays qui a le rapport travail sur capital le plus élevé est plus doté en facteur travail. Donc, si on fait capital sur travail, ça donne 3. Et dans le pays B, on fait capital sur travail, ça donne 0,50. Et on voit que KA sur WA 3 est plus élevé que KB sur W 0,50. Donc, le pays A est relativement mieux doté en facteur capital. On fait la même chose dans le pays A. On voit qu'on fait le rapport travail sur capital et le rapport travail sur
travail sur capital. Donc, on a 0,33 et 0,2. Donc, on voit que le PIB aussi est relativement le mieux doté en facteur travail. Maintenant, nous allons maintenant chercher à voir les biens qui sont... la deuxième méthode repose sur ce qu'on appelle les coûts unitaires de facteur capital et travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement là-bas? Nous avons le tableau des coûts unitaires suivants des facteurs capital et travail pour le pays A et B. Donc, je vais vous montrer ce tableau. Donc, le coût unitaire du capital dans le pays A fait 2 et le coût unitaire du facteur travail fait 8. Le coût unitaire du facteur capital fait 10 dans le pays A, dans le pays B du moins, et 5 dans le pays B. Maintenant, repos sur les coûts unitaires, on va regarder. On fait détermination du pays relativement mieux. OK, on fait IA sur SA. Donc, ça fait 0,25. Voilà, donc on voit que IA sur SA égale à 0,25 est plus petit que IB sur SB égale à 2. Donc, on peut conclure que le pays A est relativement mieux doté en facteur capital. On fait la même chose aussi pour l'autre sens. On fait le même rapport et on voit que le PIB aussi est relativement mieux doté en facteur travail. Donc, on va chercher maintenant à savoir si nous avons deux biens X et Y dont la fabrication d'une unité nécessite de quantiser le facteur capital de travail qui figure dans le tableau suivant. Donc, on va essayer de voir maintenant quel est le bien qui est plus intensif en capital ou le bien qui est plus intensif en travail. Donc, on fait la même démarche. On fait le rapport KX sur WX. On fait le rapport, ça fait 0,75. Et KY sur WY, on fait le rapport, ça fait 2,50. Donc, KX sur WX égale à 0,75, qui est plus petit que KY sur WY, qui fait 2,50. Donc, le bien Y est plus intensif en capital. Donc, le bien Y est plus intensif en capital parce que le rapport bien X sur bien Y est supérieur. Le rapport du bien X sur le rapport capital sur travail du bien X est inférieur au rapport travail sur capital du bien Y. Donc, le bien Y est plus intensif en capital. On fait la même chose avec le travail également. Et on conclut que le bien X aussi est plus intensif en travail. Donc, en ce qui concerne la théorie de Eckerholm et Samuelson, ça a été critiqué par Leontief. On appelle ça généralement le paradoxe de Leontief. Pourquoi? Vous savez que cette théorie a été critiquée. Hein, la critique de ce dernier est connue sous le nom du paradoxe de Leontief. Par exemple, si vous prenez les États-Unis en essayant de vérifier la validité de sa thèse, Eckerholm et Samuelson dans les années 50 et 60, donc il remarqua que très généralement, en essayant de vérifier, il rencontre que un pays fortement doté en facteur capital exporte des produits plus intensifs en facteur travail par rapport aux produits qu'ils importaient. Donc c'est pour ça qu'ils appellent les paradoxes.